D'abord, bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour, et vous me permettrez de saluer une ville, puisque moi je vais parler du Spectateur d'art, dans laquelle j'ai vu en l'espace de temps qui m'a été imparti entre le train et l'arrivée ici, un carpeau, un Daudengne, qui est tout à fait intéressant, un Leleu, et puis sur la Grande Place, alors j'ai mis du temps à trouver, il a fallu qu'on m'aide à trouver le nom de l'artiste, mais un mettait sur la Grande Place, ce qui me paraît tout à fait intéressant et passionnant. Bien, donc nous accueillons ce soir dans le cadre du partenariat qui lie depuis plusieurs années maintenant votre théâtre Le Phénix au projet Cité Philo, Christian Ruby, un philosophe qui s'efforce notamment de penser la culture et les arts du point de ceux à qui elle est proposée, de ceux qui en sont les destinataires, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire vous. Christian Ruby est enseignant, il enseigne la philosophie au Lycée international de Paris, il est auteur, bibliographie abondante sur laquelle on reviendra, c'est un chercheur indépendant, un commissaire d'exposition, un animateur de radio, collaborateur ou rédacteur en chef de revues ou de magazines, c'est aussi un militant de l'émancipation, un membre fondateur de l'association Les Archis-Citoyens, qui est une association qui met en ligne une revue, Le Spectateur européen, je crois. Christian Ruby prête son concours avec beaucoup de générosité en intervenant dans les espaces publics ouverts à la libre initiative d'associations diverses qui œuvrent à la démocratisation de la culture, que ce soit en France, en Belgique ou en Tunisie ou en Allemagne. Donc, convoquer des spectateurs à une réflexion sur le spectateur, voilà une proposition des plus audacieuses. Avec elle, il est a priori difficile d'entrevoir qu'une distraction, si mince soit-elle, va devenir possible. Et pourtant, si nous avons choisi ce thème, position du spectateur à l'entrée du XXIe siècle, c'est bien parce que les fils qui le constituent et que Christian Ruby va s'efforcer de dénouer pour nous ce soir témoignent de questions vives, toujours ouvertes, et qui mettent en jeu rien moins que le sens et la qualité de la démocratie, les fins de la politique, les rapports de l'art et du public, les rapports de l'art et du marché, les rapports de l'art et de l'État. Si on regarde, on jette un coup d'œil, je vous y invite vivement, la bibliographie de Christian Ruby, on s'aperçoit qu'il a commencé par des ouvrages qui sont consacrés à la politique. Si on met entre parenthèses une petite histoire de la philosophie qui a été édité à la découverte en 1990 et qui est un bijou de concision. Alors, pour ceux qui sont en classe terminale, regardez voir la petite histoire de la philosophie de Christian Ruby, c'est un petit bijou. Il a aussi publié en 91 L'individu saisi par l'État, lien social et volonté chez Hegel. Il a publié en 1997 un petit essai tout à fait singulier intitulé « L'enthousiasme, essai sur le sentiment en politique ». Et puis, il y a tous les livres qu'il a consacrés à l'art contemporain et à la réception problématique de l'art contemporain qui l'ont conduit peu à peu à glisser vers la question du spectateur. Alors je cite comme ça parce que vous trouverez ces livres. L'état esthétique, essai sur l'instrumentalisation de la culture et des arts en 2000. L'art public, un art de vivre la ville. La lettre volée en 2001. Les résistances à l'art contemporain. Schiller ou l'esthétique culturelle apostille aux nouvelles lettres sur l'éducation, la lettre volée.
L'âge du public et du spectateur, la lettre volée. C'est un éditeur belge, je crois. La condition hospitalière, repenser l'hôpital public sous la condition de la culture. Un livre en collaboration. Ou un rapport en collaboration. Un rapport sur les hôpitaux pour le gouvernement. Voilà. Et enfin, les 2 livres dont il sera principalement question ce soir. L'un publié en 2012, L'archipel des spectateurs aux éditions Nessie, et aussi en 2012, le plus récent, La figure du spectateur, élément d'histoire culturelle européenne, chez Armand Collin. Donc, pour situer très synthétiquement les enjeux des questions que Christian Ruby va aborder, et même si c'est une tâche extrêmement difficile, tant sa démarche est aux antipodes de tout réductionnisme, que ce soit un réductionnisme transcendantal sur le mode platonicien ou définitionnel sur le mode aristotélicien. En gros, disons que la question du spectateur se marque principalement par une opposition. Une opposition massive. Il n'y a pas que celle-là, hein. Il va en aborder d'autres. Mais disons, pour situer un peu le paysage, disons. Hein. D'un côté, on a les nostalgiques néo-réactionnaires qui pensent que le spectateur contemporain est voué à l'enfer de la consommation, sans purgatoire ni paradis possible. De ce côté-là, on trouverait plutôt des gens qui sont par ailleurs très intéressants, comme Alain Finkielkraut ou Régis Debray. C'est quoi le fond? Il y avait une figure du spectateur qui s'est constituée au XVIIIe siècle, donc qui s'est constitué à l'âge classique, un spectateur lié aux humanités, un spectateur extrêmement cultivé, un amateur, un bon spectateur. Hein. Et ce modèle du spectateur du XVIIIe siècle serait en faillite, serait submergé par le mainstream de la culture à consommer et à jeter. Et puis alors de l'autre côté, on a de cette opposition, on a des gens comme Jacques Rancière et Christian Ruby qui sont plutôt enclins à présupposer les possibilités infinies d'émancipation. Les nouveaux spectateurs que nous sommes ne sont ni passifs, ni ignorants, ni incapables de nous émanciper des normes même du spectacle. Pour Christian Ruby, on ne naît pas spectateur, on le devient. Et il est, selon lui, urgent de définir ce que pourrait être un art du spectateur pour notre temps. Cet art serait le résultat d'une auto-éducation, d'une trajectoire, d'un parcours toujours singulier, trajectoire, parcours dans lesquels nous remettons nos goûts, nos convictions, à chaque fois en jeu. Nous acceptons de les discuter et de les partager avec d'autres. Alors, Christian Ruby, dans l'archipel des spectateurs, tu expliques comment le spectateur a surgi du XVIIIe siècle, tout habillé des idéaux des Lumières, puis comment ce modèle a peu à peu disparu. Alors, j'ai 3 questions. Ton premier ouvrage consacré aux spectateurs s'appelle L'archipel des spectateurs. Est-ce que tu peux expliciter pour nous le titre et notamment la notion d'archipel, ce qu'elle signifie pour toi? Deuxième question, pourquoi fallait-il historiciser, comme tu l'as fait, la question du spectateur en revenant au XVIIIe siècle? Est-ce que cela signifie qu'avant les Lumières, avant le XVIIIe siècle, il n'y avait pas de spectateurs, que l'on pense au théâtre antique, par exemple, ou au spectacle des suppliciés en place de grève? Et puis alors, et ce sera ma troisième question, selon quelle modalité la figure du spectateur issu des Lumières s'est-elle dissoute? Y a-t-il lieu de nous en réjouir ou de le déplorer? Merci pour cette introduction. Alors,
Effectivement, mon point de départ actuel se situe dans cette question du spectateur sur laquelle je vais juste faire quelques préalables. En réalité, là où on prend, et c'est le problème que tu as posé, là où on prend le spectateur pour une évidence, c'est-à-dire tout le monde croit qu'il existe un spectateur et que nous sommes des spectateurs et que d'une certaine façon, même préalablement au spectacle, nous sommes déjà des spectateurs. Donc là où cette notion est prise vraiment pour une évidence, et là où en plus le spectateur lui-même se prend souvent pour une évidence, puisqu'on a l'impression qu'on est extrêmement facilement un spectateur, et en même temps on a beaucoup de mal par exemple à réfléchir sa propre situation, parce que vous comme moi à l'instant nous sommes situés en position de spectateur, mais aucun d'entre nous ne peut réfléchir sa propre position parce que nous ne nous regardons pas, nous ne pouvons nous voir finalement qu'au travers du portrait des autres, c'est-à-dire en regardant par exemple, en vous regardant, je sais ce que c'est peut-être qu'un spectateur, et puis vous, en nous regardant, peut-être que vous savez ce que c'est qu'un spectateur, mais personne ne peut se regarder soi-même comme spectateur. Et donc, par rapport à toutes ces évidences, ce qui m'a paru nécessaire, c'était de transformer cette question du spectateur en un véritable problème. Et un problème, disons, multidimensionnel, puisque ce pouvait être un problème de et dans notre histoire. Bon, Léon vient d'y faire allusion, on y reviendra tout à l'heure, la constitution du spectateur moderne s'opère entre le XVIIe et le XVIIIe, sans raffiner pour l'instant sur des dates, et dans une rupture avec le sens grec de cette position de spectateur, dans une rupture a fortiori avec le Moyen-Âge et sa manière de poser le problème du spectateur. C'est donc, j'essaye de le transformer en un problème donc d'histoire et de compréhension de nos propres ruptures à l'intérieur de cette histoire. Mais c'est aussi un problème qui relève des pratiques artistiques, puisque vous savez qu'au bas mot, dans l'histoire de l'art qui est la nôtre, si à l'art classique correspond quelque chose qu'on peut appeler le spectateur, à l'art moderne correspond quelque chose qu'on appelle le regardeur, voire Marcel Duchamp et un certain nombre d'autres. Et aujourd'hui, dans l'art contemporain, on se pose la question de savoir s'il reste ou non des spectateurs, si on ne s'est pas finalement affranchi complètement du spectateur au profit de, alors là, il y a de multiples notions, moi j'en propose une, au profit de ce qu'on pourrait appeler un spectateur qui, effectivement, comme on aura l'occasion de le montrer tout à l'heure, n'est pas seulement celui qui regarde l'œuvre, mais c'est celui qui l'a fait jouer, qui d'une certaine façon l'active et en l'activant participe à, entre guillemets, sa création. Mais c'est aussi finalement, voilà, donc déjà deux problèmes, mais c'est aussi finalement un problème de chacun avec soi-même, à savoir quelle attitude acceptons-nous de développer, de déployer devant telle ou telle œuvre, et finalement, est-ce que nous n'avons pas incorporé des modèles tels qu'à certains moments, des œuvres nous échappent complètement, nous sommes incapables de les regarder parce que nous ne sommes pas capables de prendre vis-à-vis d'elles l'attitude qui correspondrait à une possibilité de vision ou de visibilité, et donc nous avons nous-mêmes chacun à nous interroger sur cette posture du spectateur. Mais c'est enfin deux autres problèmes encore autour desquels j'essaye de travailler, qui ont été implicitement cités par Léon tout à l'heure. Un problème pour la sphère de la culture, bien sûr, puisque si spectateurs, par exemple, il n'y a plus, disons pour aller vite, on reviendra là-dessus, les institutions culturelles ont évidemment des positions à prendre ou des réformes à envisager, puisqu'elles ne peuvent plus fonctionner de la même manière que les mêmes institutions dans une époque antérieure. C'est donc aussi un problème pour la sphère de la culture, et c'est dernièrement un problème en rapport avec la question politique, car évidemment, il y a aussi des décisions de toutes sortes, des décisions de police, des décisions culturelles, des décisions générales, qui portent évidemment sur l'attitude du spectateur. En un mot, pour vous citer juste une anecdote, et là aussi on y reviendra probablement tout à l'heure, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous entrez par exemple dans un théâtre, dans une salle de ce genre, grosso modo, vous savez où vous allez, où vous vous placez, vous ne vous posez pas le problème de savoir si vous devez vous asseoir ou non, vous vous asseyez, et globalement, vous savez qu'au théâtre, on est plutôt silencieux, ou en tout cas, on ne passe pas son temps à parler avec son voisin et autres. Mais n'oubliez pas qu'il a fallu une éducation d'un minimum de 2 siècles pour arriver à ce résultat-là, que nous sommes le produit de ce résultat-là, et qu'il est évidemment extrêmement intéressant de s'en rendre compte, puisque au XIXe siècle encore, dans les théâtres, il y avait ces plaques qu'on trouve encore, par exemple, dans des immeubles, gaz à tous les étages, etc. Des plaques, ne circulez pas dans la salle, ne crachez pas dans la salle, on n'importe pas, etc. Tout
ce dont on n'a plus besoin. On n'apporte pas son déjeuner. Par exemple, vous savez aussi bien que moi, alors ici, la chose a disparu, mais les fameuses baignoires qu'il y avait dans les théâtres étaient faites effectivement pour y mettre les cuisiniers qui venaient ensuite apporter aux nobles les repas pendant qu'eux discutaient entre eux au milieu du théâtre. Bon, tout cela qui a disparu, c'est le résultat d'une éducation, de règlements de police inclus dans les différentes salles du 19e et qui font qu'aujourd'hui, nous fonctionnons quasi automatiquement avec avec ces règlements. Nous n'avons même plus besoin de nous les rappeler, mais ce qui m'intéresse justement, c'est de les rappeler, de les remettre à jour et par conséquent de rappeler à chacun d'entre nous, encore une fois, c'est la formule qu'utilisait Léon tout à l'heure, on ne naît pas ou on n'est pas, comme vous voulez, les deux orthographes sont bonnes, on ne naît pas spectateur, on n'est pas spectateur, mais on le devient et c'est toute une histoire qui est portée par nous encore aujourd'hui. Ça, si vous voulez, bon, c'est le point de départ ou l'articulation à partir de laquelle les deux ouvrages en question ont été rédigés d'une part, ont été publiés ensuite. À quoi s'ajoute que, paradoxalement, si on a l'impression qu'on parle beaucoup du spectateur, et effectivement, on pourrait, en fouillant les journaux, Libération a une rubrique hebdomadaire qui s'intitule « Le spectateur ». Bon. Si on a l'impression donc qu'on en parle beaucoup, en réalité, on en parle très peu. On en parle très peu, voire d'ailleurs on l'interroge quasiment jamais sur sa posture de spectateur, pas sur ses goûts, c'est un autre problème. Et on interroge même très très peu la notion même de spectateur. En général, finalement, cette question du spectateur, elle est enfermée dans trois présupposés. Le premier présupposé, trois types d'instrumentalisation. Donc, le premier présupposé, c'est la quantité. Alors bon, en un mot, quand vous êtes directeur de salle, votre problème, c'est d'avoir une certaine quantité de spectateurs. Et donc, vous avez pensé le spectateur dans le registre de la quantité. Et votre problème est de savoir si votre publicité est bonne, si vous l'avez attiré ou non, avec des paradoxes assez jolis et intéressants qui tournent autour de l'idée suivante, que les spectateurs en groupe donc, deviennent un public et qu'on se demande si le public, par exemple, sera là ce soir ou pas, comme si le public, finalement, c'était une chose qu'on pouvait aller prendre quelque part et avec laquelle on pouvait remplir une salle, ce qui est évidemment absurde, mais on est bien du côté d'une instrumentalisation de la notion de spectateur et d'une instrumentalisation quantitative de ce rapport au spectateur. Mais vous en avez d'autres, bien sûr. Vous avez aussi le type d'instrumentalisation qui consiste à juger d'un seul coup, d'un seul, et sans nuance et sans enquête d'ailleurs, que le spectateur contemporain est formaté et que parce qu'il est formaté, notamment formaté par les médias, enfin c'est le rôle du diable version Moyen-Âge, puisque formaté par les médias, il est bien sûr désormais incapable de voir quoi que ce soit, il est incapable de venir dans un théâtre, il est bloqué par la télé, etc. etc. Bon, tout un discours sur le formatage qui, dans son fonctionnement mécanique, je ne dis pas qu'on ne peut pas en tirer des choses, mais dans son fonctionnement mécanique, aboutit à des choses totalement absurdes qui font jouer des équations assez curieuses qu'on trouve assez souvent aussi dans la presse, dont le modèle majeur est celle-ci. Aujourd'hui, nous serions soumis au règne de l'image. Au règne de l'image correspondent de mauvais spectateurs, et parce qu'il y a de mauvais spectateurs, la démocratie est en péril. Et vous faites circuler l'équation dans les deux sens. Ça vous donne de nombreux auteurs. Je ne vais pas me lancer dans la citation de noms, mais vous pouvez la remonter à l'envers de la façon suivante. Si nous voulons une bonne démocratie, alors il faut qu'il y ait de bons spectateurs, et par conséquent, il faut modifier les images. C'est éminemment problématique comme type de raisonnement, mais c'est le raisonnement le plus courant, une autre instrumentalisation de la question du spectateur, du regard sur le spectateur, au nom d'un hypothétique formatage qui serait conçu comme une espèce de grand mécanique, de grand mécanisme dirigé. Alors après, vous pouvez mettre derrière le complot mondial ou tout ce que vous voulez, mais les raisonnements peuvent s'accentuer dans l'absurde de façon tragique. Et puis vous avez d'ailleurs un troisième type d'instrumentalisation du spectateur
spectateur. C'est le grand discours, il est un peu corrélé au précédent, sur le thème « Le spectateur est bête ». Le spectateur est bête, il ne comprend jamais rien. D'ailleurs, moi qui suis, entre guillemets, je ne sais pas quoi, directeur de salle, les spectacles que je lui offre sont évidemment merveilleux et le spectateur est tellement bête qu'il n'y comprend rien. Bon, c'est un discours que vous trouvez très massivement dans la presse, chez les commentateurs, dans un certain nombre d'ouvrages. Voilà. Et je voulais évidemment prendre tous ces discours à contre-pied, essayer de montrer que ce n'est pas du tout le bon registre pour attaquer la question du spectateur, qu'il fallait donc prendre d'autres perspectives. Et à partir de là, effectivement, j'ai essayé de lancer un certain nombre de travaux. Alors, il vous les a mis là en devanture publicitaire, mais enfin bon, c'était pas non plus la plus belle image qu'on pouvait donner. Enfin bon, donc... C'est pas une image, c'est une information. J'aime bien, c'est une information. Donc à partir de là, je pense que, bon, premièrement, et je veux bien le faire sur quelques secondes quand même, il faut revenir sur le mot lui-même. Parce que spectateur, c'est un mot que tout le monde utilise, mais qu'en est-il de sa composition? Que signifie-t-il, etc. Bon, c'est un premier point. Un deuxième point consiste évidemment à revenir sur l'histoire. Donc je retomberai sur la question que tu m'as posée, à savoir le rapport au XVIIIe siècle, les Grecs derrière et quelques autres. Mais c'est en même temps, et c'est peut-être le point d'aboutissement, donc on pourra peut-être y venir ensuite, je pense que le problème du spectateur fondamentalement, ou le regard le plus intelligent à porter sur le spectateur, c'est de comprendre que le spectateur, c'est une trajectoire. C'est pas du tout un être, il n'est pas, NEST, il ne naît pas non plus, il construit des trajectoires au milieu des spectacles, au milieu des œuvres qu'on lui propose, et que c'est cette trajectoire qui est évidemment passionnante, c'est cette trajectoire qui fait du spectateur un être éminemment actif, éminemment dynamique, non moins problématique aussi, mais en un autre sens, et en même temps, cette trajectoire, si on prend un spectateur, ou ces trajectoires, si on en prend plusieurs, se construisent en combinaison, articulation, composition, qui forment donc ce qu'on appelle des publics et qui font qu'on ne peut pas jeter sur le public le regard que je dénonçais tout à l'heure, à savoir cette chose qu'on irait prendre quelque part et qu'on amènerait dans une salle d'une façon ou d'une autre, mais que le public, Balzac a une très jolie formule pour cette affaire dans Ferragus, si vous avez des vieux souvenirs de lecture, il parle du public en termes de société fortuite. Et c'est extrêmement intéressant, d'abord parce qu'on est renvoyé à une idée de collectivité et pas du tout à une idée de masse ou à la question d'un objet qu'il faudrait prendre quelque part. Et d'autre part, il joue sur le fortuit, effectivement, parce que les trajectoires se combinent et s'articulent à l'occasion d'une œuvre qui est proposée, sinon elles n'ont aucune raison de s'articuler. Et par conséquent, on n'est pas non plus spectateur quand on est dans une autre relation qu'une relation avec une œuvre d'art. Bon, quand on est au travail, on n'est pas un spectateur. Quand on est à tel ou tel endroit, ou je ne sais pas quoi, dans une église, on n'est pas spectateur, etc., etc. Pour être spectateur, il y a toute une aventure particulière qui me paraît extrêmement intéressante. Bon, ce pourquoi j'ai travaillé dessus, mais et d'ailleurs, je n'ai pas l'intention d'abandonner tout de suite. Je fais une première remarque sur le mot. Sans faire de philologie compliquée, simplement une chose simple, mais dont vous allez voir tout de suite qu'elle est problématique. À savoir que spectateur, c'est un nom masculin. Bon, ça, vous êtes capable de le faire, d'accord, mais réfléchissez quelques secondes simplement. C'est aussi un nom qui est masculin et qu'on prononce toujours au masculin. Avant qu'on aborde la question de la spectatrice, il a fallu des décennies. C'est déjà intéressant de voir comment le mot lui-même ne comportait pas les femmes. Je peux vous renvoyer au texte du 18e, mais peu importe les noms. Le spectateur est vraiment conçu comme un masculin, et le problème de la spectatrice viendra très très tard. Donc il y a aussi toute l'histoire des rapports hommes-femmes au travers de cette question du spectateur, au point de départ même, c'est-à-dire dans le mot. Mais en dehors de cela, ce terme nous vient dans la langue française, grosso modo, autour du XVIIe, à partir du latin, bien sûr, spectator. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le latin, c'est que le latin traduit le grec. Et le grec, c'est scopos. Scopos, c'est-à-dire la cible. Et ce n'est pas seulement la cible, ça c'est le substantif, mais quand vous êtes sur le verbe, le terme évoque la façon de regarder. C'est-à-dire qu'on est vraiment du côté de quelque chose qui est actif, et pas du tout du côté de ce qu'on a appelé tout à l'heure la passivité,
et le formatage ou autre. On est vraiment du côté de quelque chose qui est actif, même si au passage, être actif ne signifie pas nécessairement s'agiter sur sa chaise. Bon, on n'est pas obligé de confondre les deux. Être actif, en tout cas, par rapport à l'œuvre qu'on a en face de soi. Alors, bon, ce développement, vous le trouvez, pour ceux qui ont envie ce soir de relire des œuvres grecques chez Porphyre, dans l'Isagogé, mais bon, je passe là-dessus. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'abord que Scopos, par exemple, tout le monde connaît ce terme ici, cinéma-scope, téléscope, et puis épiscope, etc. Et même dans la hiérarchie d'église, les évêques sont évidemment appelés en scope parce qu'eux aussi, ils ont à surveiller leurs ouailles, etc. Donc il y a toute une histoire de l'église aussi qui traverse ces termes. En tout cas, quand le mot se fixe dans son rapport à l'œuvre d'art, là, cette fois, on est très exactement renvoyé au fin 17e, début 18e. Et moi, les textes sur lesquels je travaille ne sont pas tellement les premiers textes ma recherche n'est pas du tout une recherche, comment dire, d'historien. Je travaille sur les textes qui légitiment la notion de spectateur, son usage et la manière dont il faut l'utiliser, soit quand on écrit quelque chose, soit finalement quand on veut soi-même devenir un spectateur. Bon, ça c'est une remarque sur le mot, une remarque sur l'histoire, mais on va y revenir et Léon va peut-être me relancer ces questions. Une dernière remarque par rapport à l'histoire justement de la constitution du spectateur. Alors d'abord, moi, mon travail sur l'histoire culturelle du spectateur est réduite à la question européenne, à l'espace européen. Je n'ai pas travaillé sur l'Inde, je n'ai pas travaillé sur l'Afrique, je n'ai pas travaillé, etc. Pas du tout, alors ni par mépris évidemment, ni parce que je ne voulais pas m'occuper de cette histoire, mais je pense que déjà avec mon terrain de fouille, j'ai largement assez de travail pour un bon moment, et je pense qu'il faut des spécialisations quand même un peu plus intelligentes que la mienne pour pouvoir parler de ce qu'est le spectateur indien, de ce qu'est le spectateur africain. J'ai assisté à des choses, d'accord, mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, moi, je m'inscris essentiellement dans l'espace culturel européen. Et dans cet espace, je me suis aperçu que l'histoire de cette question du spectateur n'existait pas. Bon, personne ne s'est affronté à cette question du spectateur. Tout le monde utilise le mot, bien sûr, quasiment n'importe comment, et en usant de rétrospection historique, d'ailleurs complètement fausse, puisqu'on va y revenir. Tout le monde imagine qu'il y a des spectateurs, je ne sais pas quoi, au Moyen-Âge, des spectateurs chez les Grecs et autres. Je vais évidemment y revenir. Moi, je m'aperçois que pas du tout, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et qu'effectivement, le spectateur au sens moderne du terme se trouve légitimé et se trouve lié à des œuvres, dont une, par exemple, que vous avez derrière moi, mais on y viendra tout à l'heure, et que cette construction du spectateur, elle est parfaitement ciblée, elle répond à des problèmes et à des critères extrêmement précis, et elle désigne un être très particulier qui est devenu ce que désormais il est, ou ce qui est remis en cause, ce qu'il est étant remis en cause dans l'art contemporain. Donc cette construction se marque d'abord par une rupture fondamentale avec les attitudes du Moyen-Âge, c'est-à-dire les attitudes de ravissement, les attitudes d'ostension, les attitudes d'adoration, les attitudes de prosternation et autres sont automatiquement condamnées dès lors que dans les textes du XVIIIe, on parle de spectateurs. Comme s'il y avait un jeu de tension entre quelque chose qui se passait avant et quelque chose qui désormais naît, se développe et est devenu ce que nous sommes, et qu'on appelle donc spectateur, sachant qu'à minima, spectateur suppose une distance avec l'objet regardé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être confondu avec lui, ce que sont les Grecs, ce qui fait que pour moi, les Grecs ne sont pas spectateurs. Donc il faut une certaine distance, il faut un certain mode de construction de soi, une articulation très précise à une sensibilité et en même temps à la question du jugement et à la politique sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux préciser en quel sens les Grecs, et on a tous cette image du théâtre antique finalement, en quel sens les Grecs se confondent finalement avec le spectacle lui-même?
Moi, alors, je ne vais, non, non, je veux bien faire une parenthèse, mais je ne veux pas, multiplier mon propos, puisque je viens bien de dire que mon terrain, c'était le 18e à nos jours, et que, voilà. Maintenant, juste pour le dire le plus simplement possible, 3 éléments. Premier élément, il faut toujours se méfier, mais ça, chacun d'entre nous, par rapport à ses propres savoirs et à ses réflexions, se méfier des rétrospections historiques. C'est-à-dire que puisqu'il y a des spectateurs aujourd'hui, nécessairement, il y aurait des spectateurs dans tous les âges de l'histoire, et on pourrait remonter comme ça au Paléolithique supérieur en désignant des spectateurs dans des situations qui, de toutes les façons, n'ont aucun rapport avec la nôtre. Donc, je suis très, très ennemi et très prudent avec les rétrospections historiques, même si beaucoup le font. Deuxièmement, quand je consulte les historiens, je m'aperçois qu'eux-mêmes disent qu'il n'existe pas de spectateurs dans un certain nombre de contextes culturels. Je reste enfermé dans l'Europe et qu'à ce titre, j'ai plutôt tendance à croire ce que disent les historiens. Enfin, je veux dire, ils boivent pas tous, et donc de temps en temps, on peut tirer de leurs travaux des choses intéressantes. Vous relisez pour les Grecs, vous relisez Vernon, vous relisez Vidal-Naquet, bon, il y a des passages extrêmement subtils sur cette question-là. Et puis, et pour finir avec les Grecs, troisièmement, moi, je me suis payé le luxe pour le plaisir et peut-être pour vérifier un certain nombre de choses, d'aller écouter à Épidore les tragiques grecs en grec ancien et dans des montages de grec ancien pour autant qu'on sache quelque chose. Et je me suis aperçu que je n'avais pas du tout le comportement d'un spectateur tel que moi je me présente dans un théâtre classique, par exemple, dans mon rapport à la scène et dans mon rapport... voilà. Bon, à partir de ces 3 éléments, et je ne veux pas continuer à parler des Grecs, je m'aperçois que c'est peut-être simplement inutile d'utiliser ce mot pour des périodes auxquelles ça ne convient pas. Mais ce n'est pas tragique pour les Grecs eux-mêmes, hein. Parce qu'on a toujours l'impression que quand on dépouille quelqu'un de quelque chose, tout d'un coup, les Grecs vont se venger sur nous. Mais pas du tout. C'est pas du tout leur problème. Ils en ont d'autres. Pour tous ceux qui ont des vieux souvenirs de la lecture, d'une lecture plus ou moins récente de la République de Platon, vous apercevez qu'ils n'utilisent pas du tout ce terme de la même manière que nous. Et d'ailleurs, carrément, ils l'utilisent pas. Enfin, ils utilisent des formes conjuguées un peu complexes, mais ils n'utilisent pas directement. Bon, les Romains, je passe. On est de toutes les façons avec les suppliciés dont tu parlais tout à l'heure, pas trop dans mon registre qui est celui de l'œuvre d'art, sauf à considérer les suppliciés comme une œuvre d'art, mais je vais avoir un peu de mal. Et je vais arriver au Moyen-Âge. Bon, je vais être simple. Les mystères du Moyen-Âge ne se constituent absolument pas dans une logique du spectacle et dans une logique du spectateur. Ils se constituent dans un acte de foi qui, grosso modo, comporte bien une adresse. Je vais y revenir dans un instant. Mais cette adresse, elle est à Dieu, à la divinité, et pas du tout à autre chose. Donc, le problème, c'est aussi, à propos des mystères, et je boucle là-dessus, qu'on repense très souvent les mystères du Moyen-Âge au travers de Victor Hugo. Mais Victor Hugo n'a pas raison. Ça fait de très très bons romans, mais ce n'est pas un historien. Donc, bon, si on va chercher les historiens du Moyen-Âge, ils ne disent pas la même chose que Victor Hugo. Mais tant mieux, je n'ai rien contre l'un ou l'autre, c'est tout. On n'a pas le même métier. Alors, ceci étant réglé, qu'est-ce qui caractérise tout de suite le spectateur à partir du moment où il émerge? Alors, il émerge, j'ai dit 17e, relisez les préfaces des pièces de Molière, il en parle, relisez un certain nombre de choses, mais moi je le prends au 18e, simplement parce que très massivement à ce moment-là, on en parle. Il y a des journaux qui sont consacrés aux spectateurs, il y a des textes philosophiques qui sont consacrés à la notion de spectateur. Diderot ne cesse pas d'en parler, Hume en parle, Kant en parle, enfin bon, je ne vais pas faire une topologie complète, mais voilà, moi je le prends là. Première caractéristique, d'abord, il a fallu un certain temps pour que le regard se plie sur le monde. Bon, c'est très simple. Quand vous êtes dans une attitude de croyant, grosso modo, votre problème, c'est le ciel, pour aller vite, c'est une métaphore. Et effectivement, votre regard tend vers le haut, très banalement. Qu'est-ce qui se passe quand on est le spectateur ? Simultanément à l'art classique, eh bien, c'est le système de la perspective qui a pour propriété de rabattre votre regard à l'horizontale. Ça, c'est un point absolument décisif. Le deuxième point, non moins décisif, c'est que émerge à ce moment-là une conception du corps et de la sensibilité positive qui entre évidemment en lutte et en polémique extrêmement profonde avec les considérations sur le corps datant du Moyen-Âge, voire des Grecs d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, des Grecs dominants. C'est-à-dire que toute l'époque
l'époque antérieure vit sur le dualisme âme-corps. Qui dit dualisme âme-corps dit que les sens relevant du corps eh bien, sont aussi péjorés que l'ensemble du corps dont il faut se défaire, etc. Vous connaissez le problème des ascèses et le problème des exercices spirituels. Que dit le XVIIIe siècle? Il dit « ça suffit ». Il dit maintenant, nous avons deux choses entre les mains. Un corps, et ce corps doit être vécu positivement, ce qui ne les empêche pas du tout d'être aussi croyants. Je ne suis pas en train de vous tenir un discours de mécréance, ce n'est pas du tout ça. Le pauvre Kant, il est parfaitement croyant, mais il a compris que le corps ne pouvait pas être péjoré, que la sensibilité ne pouvait pas être réfléchie seulement négativement, etc., etc. Et donc, il corrèle immédiatement la sensibilité aux différents arts. Alors, les yeux deviennent l'élément essentiel de la peinture, les oreilles deviennent l'élément essentiel de la musique, etc., etc. Et donc, toute cette sensibilité est repensée, relue, comprise autrement, réincluse dans une autre stratégie qui est celle du spectateur. Et pour donner deux contrepoints, juste pour que vous compreniez bien, soit vous êtes au XVIIe, c'est pas encore acquis, et vous tombez sur Pascal qui dit ces choses quand même problématiques, mais quelle vanité que la peinture qui nous offre la reproduction des choses au lieu de nous montrer les originaux. En un mot, basta la peinture, Philippe de Champêtre, je ne veux pas le voir. Bon, que vous disent Diderot, Kant, etc., que c'est admirable, qu'il faut regarder, qu'il faut s'arrêter, qu'il faut prendre du temps, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, n'oubliez pas que nous sommes peut-être effectivement en train de déstructurer cette affaire. Donc après, il faudra revenir, est-ce qu'on est nostalgique ou pas, ou est-ce que cette affaire est promotrice. De l'autre côté, le développement aujourd'hui du multimédia fait que vous ne vivez plus la sensibilité et votre rapport au corps de la même manière que dans l'espace classique du spectateur. Et donc si je conclus à la fin que l'âge du spectateur est terminé, c'est bien parce qu'aujourd'hui, des œuvres d'art nous proposent autre chose, nous proposent un autre rapport au corps, etc. Voilà, alors donc pour ce qui est du spectateur, un abaissement du regard à l'horizontale, deuxièmement une sensibilité, troisièmement le débouché sur le jugement esthétique. Toutes ces phrases que vous connaissez bien et que vous prononcez devant des œuvres, c'est beau, voire c'est laid, ça n'a pas d'importance, c'est sublime et autres, ce qu'on appelle donc le jugement esthétique et dont la propriété, comme vous le savez peut-être pour des raisons de logique qu'il faudrait développer, dont la propriété fondamentale est qu'elle hausse l'individu à la dimension de l'universel. Et cette dimension de l'universel, elle va, et c'est le quatrième élément, se concrétiser très très simplement, mais en même temps efficacement, dans les musées, qui deviendront alors l'appareillage fondamental de la structuration du spectateur et de l'apprentissage de son propre corps comme un corps lié aux œuvres à regarder ou à écouter. Vous pouvez prendre la salle de concert, c'est la même chose, avec des temporalités un peu différentes, parce qu'il faut attendre Berlioz et sa façon de dire un certain nombre de choses sur la musique. À partir du moment où vous êtes constitué autour de ces quatre éléments comme spectateur, vous devenez effectivement ce point central à partir duquel une œuvre, par exemple, d'art classique perspectiviste, devient regardable. Il n'y a qu'un seul point de ce genre, ce qu'on appelle en mathématiques le point du sujet, en fonction d'une formule du mathématicien des Argues. Il n'y a qu'un seul de ces points à partir duquel vous voyez la totalité du tableau. Si vous êtes trop près, vous ne voyez que des détails. Si vous êtes trop loin, vous voyez le mur. Il n'y a qu'un seul point et en même temps, ce point est vide et doit rester vide car il doit être occupable par n'importe qui, ce qui est le principe même de la démocratie. Vous êtes dans un complexe extraordinairement intéressant et riche qui donne à cette question du spectateur une ampleur que peut-être on n'avait pas vue quand on se sert de ce mot un peu banalement en croyant qu'il est évident. Bien. Alors, tu vas passer au... Bon, si vous permettez, je peux vous faire la même démonstration, enfin la démonstration de ces deux livres, mais au travers de vues, ce qui vous rendra les choses peut-être un peu plus concrètes. Et ce qui a un avantage aussi, c'est que ces vues eh bien, manifestent des œuvres d'art, ce que moi j'ai un peu de mal à faire par le discours, évidemment, parce que ce serait même absurde. Donc j'ai isolé un certain nombre d'œuvres au travers desquelles, si vous l'acceptez, ça ne vous paraît pas problématique, il est intéressant de voir. Je répète une chose très simple,
qu'il y a une histoire du spectateur, que cette histoire nous la portons et que nous sommes en train de la déstructurer. Vous jugerez ensuite après si c'est positif ou négatif. Moi, je pourrais vous donner mon avis, bien sûr, sur l'affaire, mais il faut d'abord essayer de construire cette affaire pour y voir clair. Alors, les vues en question, pour prendre des précautions, premièrement, ce ne sont pas de belles images et j'ai tout fait pour que ce ne soit pas de belles images parce que je ne veux pas que vous les regardiez comme des œuvres d'art, ce sont juste des supports, si vous voulez, de démonstration et je ne veux pas qu'on se perde indéfiniment et je n'ai pas les qualités pour détailler artistiquement, plastiquement, ce qu'il en est des œuvres que je vais vous montrer. Deuxièmement, je vais faire évidemment des explications extrêmement rapides, mais vous avez là dans la vue qui est juste derrière moi déjà les points que je viens de citer. Et troisièmement, je rappelle que je circule dans le contexte culturel européen et pas dans le contexte mondial, en tout cas pour l'instant. Pour ce qui est donc de la première des vues, c'est peut-être la plus synthétique, je n'ai pas dit la meilleure, je ne cherche pas ça, peut-être la plus synthétique pour ce qui est de comprendre ce qu'est le spectateur et comment une histoire s'est cristallisée dans un corps. En l'occurrence, c'est une œuvre de Louis Béroux, elle se trouve à Montpellier au musée Fabre. Alors l'œuvre est en couleur, etc. Voilà, mais c'est pas à l'instant mon problème. L'œuvre s'intitule Le Carré du Louvre. Elle a été peinte au tout début du XXe siècle. Vous y voyez donc sur les murs, bon, la scène de Véronèse, etc. D'accord. Si vous prenez les plans du Louvre de l'époque, c'est exactement ce qui était sur les murs, y compris l'œuvre que vous ne voyez pas, mais qui est celle que regardent les deux spectateurs que vous avez devant vous. Parce que j'ai pris cette œuvre parce qu'elle comprend des spectateurs, pas du tout pour vous montrer ce que sont les tableaux du Louvre. Et ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. Alors, je vais vite, mais premièrement, vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que le spectateur, c'est un nom masculin au masculin. C'est éminemment genré. Ces pauvres dames, excusez-moi mesdames, mais ces pauvres dames font tapisserie, littéralement. C'est-à-dire que celles du fond sont là pour le décor, strictement aucun rapport avec les œuvres. Quant aux deux femmes qui se trouvent devant mes deux spectateurs, là en l'occurrence, elles s'intéressent à toute autre chose. Et quand vous prenez une loupe et que vous regardez le livre, c'est pas du tout le livret du Louvre. On pourrait, bon, elle aurait pu prendre le livret du Louvre, regarder. C'est pas du tout ça. Elles s'intéressent à toute autre chose. C'est pas du tout leur problème. Et puis il y en a une de toutes les façons qui s'occupe de l'enfant qui est à côté. Enfin bref, voilà. La notion de spectateur est éminemment genrée. C'est intéressant, bien sûr, dans toute une histoire qui oblige à se demander à partir de quand la spectatrice va être prise au sérieux. Dernière chose, encore une fois pour aller vite, si vous construisez ce tableau en 3D, donc vous pouvez vous y exercer cette nuit, vous verrez tout à fait pertinemment que l'artiste a pointé le bout de la canne du personnage exactement au centre perspectiviste du tableau que vous ne voyez pas et qui est, que vous remplacez d'une certaine façon, puisque vous regardez l'ensemble. Ce qui veut dire qu'on est bien dans ce que je disais tout à l'heure. Premièrement, un rapport à une œuvre qui n'est pas une œuvre divine, on n'a pas à lever les yeux au ciel et à s'occuper d'autre chose. Deuxièmement, un rapport à une œuvre centrée sur le point perspectiviste. Troisièmement, les personnages qui sont situés en distance par rapport à l'œuvre et qui la regardent de l'extérieur, ils ne sont pas fondus dans le spectacle, comme on le disait par exemple pour les Grecs, voilà, etc. Mais je peux être intarissable, donc on va passer. Le deuxième œuvre pour donner un contrepoint, une artiste contemporaine, d'art contemporain, pardon, Karen Knorr, qui a travaillé, elle aussi, sur cette idée, mais justement pour la mettre en jeu et pour la mettre en scène. Là, on est complètement à l'autre côté du spectre. On est aujourd'hui. Karen Knorr s'est donné pour tâche, effectivement, d'étudier le comportement des spectateurs par rapport aux œuvres d'art. Et elle l'étudie en utilisant des instruments. Et si, alors, pourquoi j'insistais tout à l'heure sur scopos, scope, etc., des télescopes, etc. Et elle joue bien de cette question du spectateur par rapport au scopos et par rapport à la manière dont le spectateur est placé par rapport à l'œuvre. Bon, ça... c'est tout. Vous y retrouvez très simplement les caractéristiques que je vous ai données. Je ne peux pas vous donner de nom d'auteur. C'est une carte postale que j'ai trouvée tout à fait par hasard dans un pays étranger très très loin d'ici. Donc j'ai sauté dessus, mais rien n'est indiqué. Quand vous suivez très très rapidement, et je le fais exprès, cette histoire du spectateur, eh bien vous aboutissez effectivement au XXe siècle, à ce moment où on est obligé de poser le problème non plus du spectateur comme individuel, mais du spectateur de masse.
Bon, ici, parce que c'est extrêmement subtilement joué, une photographie de Cartier-Bresson. Alors, la photographie, c'est le tout. Il n'y a pas de trucage là dans ma photo. Vous avez toute la photographie de Cartier-Bresson. Vous voyez bien comment il a joué. On est cette fois non plus dans un spectateur individuel, mais dans le problème des spectateurs de masse et dans la manière dont les spectateurs de masse peuvent aborder les tableaux. C'est une toute autre phase de cette réflexion sur le spectateur au XXe siècle, autour des travaux de l'école de Francfort, autour de Walter Benjamin, par exemple, autour de Adorno, autour d'un certain nombre d'autres, qui vont justement s'intéresser à cette question du spectateur, mais sous cet angle. Bon, au passage, je fais quand même remarquer, mais vous l'avez vu, la subtilité de Cartier-Bresson qui consiste à avoir fondu cette masse de spectateurs extérieurs au tableau à l'intérieur d'un tableau qui lui-même comporte toute une foule, puisqu'il s'agit du couronnement de Napoléon. Et ce jeu est évidemment extrêmement subtil. Autre réflexion sur le spectateur est plus problématique. On est aujourd'hui Thomas Struth qui lui travaille justement sur, cette fois, le tourisme dans les musées et l'enjeu représenté par le tourisme à l'intérieur des musées, où vous voyez effectivement que toute une articulation se joue à la société. Pour résumer l'affaire, petit intermède rapide avant que je ne revienne sur des vues. Voilà comment se constitue la position du spectateur au XVIIIe, sous un triangle que vous prenez peut-être pour naturel, mais qui n'est pas naturel du tout. Il a fallu, je répète, des siècles pour qu'on y arrive, et il a fallu un temps fou pour stabiliser chacun de ces éléments, artistes, œuvres, spectateurs. Aucun de ces éléments ne naît au même moment. L'artiste naît d'abord, le problème de l'œuvre vient après, le problème du spectateur encore largement après. Il n'en reste pas moins vrai que quand vous êtes dans l'art classique, vous êtes dans un système intégratif, c'est-à-dire, je répète, un seul spectateur possible pour chaque œuvre, un seul point, un point unique, un point aussi réifiant, un seul peut l'occuper, etc., et une stratégie d'élévation de l'âme. Pour évoquer des textes classiques, c'est évidemment ce qu'analyse Michel Foucault dans les fameuses Ménines, les Ménines de Velázquez, qui sont au musée du Prado, puisque vous voyez bien que vous occupez la position du spectateur, mais qu'en même temps, vous êtes dans le reflet du miroir qui est là au fond, exactement dans l'articulation perspectiviste. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un miroir tout au fond. Vous êtes dans le miroir et le miroir reflète donc vous-même en tant que spectateur, même si c'est évidemment le roi et la reine d'Espagne, c'est-à-dire le problème du pouvoir et des rapports de pouvoir. Mais vous voyez que ou bien le peintre regarde le spectateur, vous-même, et il ne fait pas le tableau, ou bien il fait le tableau et il ne peut pas vous regarder. Et on est dans un complexe qui est extrêmement intéressant, qui est celui de l'art classique et de la manière de concevoir la chose. À l'opposé de l'affaire 19e siècle, Courbet, il signe la fin de la position du spectateur. Car contrairement à ce que peut-être certains ici imaginent, ce n'est pas du tout un sexe de femme. D'abord, je rappelle, Magritte a très bien joué là-dessus, c'est un tableau et pas un sexe de femme, sauf si vous confondez les tableaux et les sexes de femmes, ce qui devient problématique. Donc, c'est évidemment un tableau, et ce tableau a une propriété très particulière, c'est qu'il rappelle que l'histoire et la structure du spectateur, c'est le problème du désir de voir, mais qu'il n'y a de désir de voir que si en même temps le désir lui-même est transformé en visibilité. Et donc la subtilité de Courbet est très grande, même si on ne l'a pas aperçu pendant longtemps, parce que tout le monde a cru que c'était un sexe de femme. Je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Non, mais il y a des confusions bizarres qui relèvent de la psychanalyse, sûrement, parce que à ce niveau-là, c'est problématique. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est le passage à l'art moderne. Je sais que je vais très vite, c'est juste pour concentrer les choses et en même temps les survoler. Vous êtes du côté de l'art moderne. Imaginez, vous êtes devant un tableau de Miro, 10 mètres sur 5, les grands bleus de Miro par exemple. Vous voyez bien qu'à partir du moment où vous supprimez le point perspectiviste, ce tableau est visible de n'importe quel point. Autrement dit, vous multipliez le nombre potentiel de spectateurs. Il n'y a plus un seul spectateur pour une place à partir de laquelle l'œuvre est visible. Il y a autant de spectateurs possibles que de places possibles, et de toutes les façons, c'est toujours le même tableau.
Et on est passé à quelque chose de tout nouveau, non plus le spectateur, mais le fameux regardeur de Marcel Duchamp. C'est le regardeur qui fait le tableau et non plus le spectateur qui est en posture extérieure par rapport à un système perspectiviste qui vous rejette à l'extérieur du tableau. Bon, je sais que je vais vite, mais l'une des premières œuvres de Cévennes, comme vous le savez, c'est le tableau de Manet. Alors, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé le déjeuner sur l'herbe, donc voilà, il est impossible à capter sur Internet, donc tant pis. J'ai pris le FIF, mais même si je vous laisse peu de temps, il suffit de regarder le tableau pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de fond. Que tout d'un coup, vous êtes devant la planéité complète de la toile et que le fifre, d'une certaine façon, tient complètement, complètement en survol par rapport à l'ensemble, puisqu'il n'y a pas de sol, c'est juste, voilà. Autrement dit, le système perspectiviste vient de basculer, il a basculé tout d'un coup pour être simplement quelque chose qui est un jeu sur la couleur, le rapport entre la couleur et la forme, qu'il y ait une forme humaine ou non, ça n'a plus d'importance. Et tout vole en éclats entre Courbet et Manet, les deux personnages que je viens de mettre en scène. Conséquence, une œuvre de Ad Reinhardt qui, d'une certaine façon, construit peut-être même mieux que moi cette histoire du spectateur. La première case en haut, alors à votre gauche, un tableau perspectiviste classique, le triangle, etc. Vous le voyez, enfin, même si c'est peut-être un peu serré. Ensuite, les bouleversements par le cubisme. Le spectateur n'a plus de place destinée. Il n'est plus assigné à avoir telle place. Il peut occuper n'importe quelle place, devant, derrière, etc. Bon, il y a de l'humour, évidemment. Bon, je ne vous laisse pas le temps de lire tout ce qu'il a écrit. Il faut aller jusqu'au bout, mais voilà. Problème de l'art contemporain, pour terminer. Si je disais tout à l'heure que nous sommes dans une période de déstructuration du système classique, etc., ce qui d'ailleurs n'est pas un discours éminemment nouveau, c'est bien aussi parce que l'art contemporain nous appelle à de nouvelles choses. Si vous regardez la vue que je mets là sous vos yeux, qui est une œuvre de Fabien Lerat, c'est en Chine, mais ça n'a pas d'importance. L'œuvre en question ne vous permet pas de vous placer en situation de spectateur. Elle ne vous permet pas non plus de vous placer en situation de regardeur. Désormais, vous êtes obligé de rentrer dans l'œuvre, car l'œuvre n'existe qu'à partir du moment où vous êtes dedans. Le pauvre gamin que j'ai soudoyé là pour aller agiter, là, pour se mettre dans l'œuvre, pour pouvoir prendre une photo, vous m'excuserez, très paradoxalement, moi j'occupe par rapport à l'œuvre la position d'un spectateur classique qui est en train de... Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très paradoxal la photo que je vous montre, mais peu importe. Imaginez-vous donc le gamin en question. L'œuvre, voilà, c'est être dedans et circuler à l'intérieur. Il n'y a plus d'extériorité et si vous n'êtes pas dans l'œuvre et si vous n'activez pas l'œuvre, il n'y a pas d'œuvre du tout. Ce pourquoi je disais tout à l'heure que si il n'y a plus de spectateurs, s'il n'y a plus de regardeurs, il y a des spectateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent être eux-mêmes acteurs de l'œuvre, car sinon, il n'y a pas d'œuvre du tout. Alors après, je synthétiserai peut-être un tout petit peu autrement cette affaire. Vous êtes avec Cyprien Gaillard au château de Oiron. Ne vous laissez pas piéger aussi à mes vues, elles sont compliquées à regarder, car je suis sûr que votre regard est d'abord attiré par le château, et tout le monde se dit c'est un beau château, machin, etc. Bon, ce qui est peut-être incontestable, mais ce n'est pas le but du jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits cailloux que vous avez sous vos pas et que vous voyez peut-être mal pour des raisons de vue. Ces petits cailloux, donc, effectivement, vous marchez dessus et puis vous ne savez pas que c'est une œuvre. Bon. Sauf qu'au bout d'un moment, quand même, à force de marcher, vous apercevez qu'il y a une différence entre le sable d'un côté, les cailloux de l'autre. Vous apercevez que les cailloux sont compliqués, que la marche est difficile, etc., etc. En tout cas, à l'époque, donc les premiers temps où Cyprien Gaillard l'a mise, où il n'y avait pas encore un cartouche qui vous dit tout le reste avec, donc après il n'y a plus de surprise, c'est pas drôle du tout. Donc là, vous circulez, vous emmêlez les pinceaux, vous tombez, ça va pas, vous n'arrivez pas à marcher, etc. Bon, à un moment, vous prenez les cailloux en question, vous regardez, vous dites tiens c'est bizarre, c'est pas des cailloux, effectivement c'est pas des cailloux. Qu'est-ce qu'il y a sur ces choses-là? Des papiers peints, enfin c'est tout petit, hein, ça a été broyé, du papier peint, des choses de ce genre, etc. Puis vous commencez à regarder mieux, etc. Bon, je vous passe le cheminement pour vous apercevoir en fin de parcours que Cyprien Gaillard a réquisitionné, pris les restes des immeubles des années 50, 60, 70 d'après-guerre qu'on a effondrés dans un certain nombre de municipalités, ici à Issy-les-Moulineaux, comme étant des immeubles désormais non fréquentables, etc. etc. Il les a broyés dans un geste, voilà, maintenant, dont vous pouvez vous rendre compte et qui est le suivant.
certes, quand on vous montre à la télévision l'effondrement des immeubles des années 70, etc., ça fait un très beau spectacle. Et la télé, d'ailleurs, ne cesse de dire « oh, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est choses bizarres ». D'accord. Sauf que, premièrement, vous êtes en train d'effondrer la mémoire des autres. Et deuxièmement, vous êtes dans une culture qui ne cesse de vous dire « il faut préserver la mémoire ». Je ne sais pas comment vous faites pour tenir les deux, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la société qui est la nôtre. Bon, donc Cyprien Gaillard a pris en charge ce problème, l'a constitué de cette façon-là, et effectivement vous oblige à réfléchir à notre rapport ici à un passé, parce que si c'était un monument glorieux, on ne l'aurait pas effondré, mais c'est jamais que la mémoire des autres, et de l'immigration et autres, donc on peut tout exploser, c'est plus un problème. On est en plein dans un débat politique fondamentalement posé par cette œuvre, mais ce n'est pas l'œuvre qui pose un problème politique, c'est l'œuvre qui nous pose un problème politique et qui nous met dans la posture de réfléchir à notre citoyenneté et à notre manière de travailler les uns par rapport aux autres. Ce qui veut dire que dans l'art contemporain, on est spectateur peut-être, on n'est plus du tout dans ce jeu de regard, on est dans le mélange des sens aussi, vous allez jusqu'au multimédia bien sûr, on est dans une perspective qui est tout autre et on est surtout dans ces moments où, ici, le groupe d'artistes Un Nous, ce moment où les artistes vous proposent quelque chose qui est pratiquement rien. Autrement dit, une partie de l'art contemporain consiste finalement à vous rassembler autour de rien pour observer s'il se passe quelque chose ou pour en tout cas essayer d'obtenir qu'il se passe quelque chose, quoi qu'il se passe. Lorsque Joël Hubeau publie dans un journal du Centre la mention suivante, rendez-vous habillé en rouge dimanche matin à 10h sur la place machin, etc., l'œuvre c'est à 10h, toutes les personnes qui sont là en rouge, à 10h05, tout le monde est dispersé, il n'y a plus d'œuvre. Voilà. Un nous, c'est ceci. Bon, vous êtes, on vous rassemble, etc. Bon. Sur quoi compte l'art contemporain? Sur les interférences entre les spectateurs. C'est plus un rapport de l'œuvre à un spectateur, c'est plus le regardeur qui fait le tableau, ce sont les spectateurs eux-mêmes qui sont à eux-mêmes leur propre objet et dont, grosso modo, comment dire, la mise en œuvre est l'œuvre elle-même. Voilà. Et on est dans un tout autre contexte dans lequel finalement, encore une fois, on ne peut plus s'appeler spectateur, on ne peut plus s'appeler regardeur. Il faut inventer de nouveaux mots. Il faut savoir si on prend ça au sérieux ou non. Et pour conclure par rapport à ce diaporama, bon, ça c'est une œuvre chinoise, je laisse passer. C'est évidemment le problème des médiateurs culturels qui se développent. Bon, on va arrêter là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que vous avez constaté tout cela, que vous avez travaillé sur cette histoire, que vous avez compris que nous étions chacun d'entre nous une histoire incorporée, eh bien, vous avez aussi à analyser votre propre époque et les propositions qui se font dans votre époque. Si, effectivement, des artistes vous proposent de nouvelles choses, proposent des choses absolument inédites, vous proposent de vous tenir autrement, de vous rapporter aux autres autrement, vous avez plusieurs solutions. La première, la plus courante, vous dites « c'est n'importe quoi, je ne veux pas le voir ». Mais en fait, c'est une fuite en avant. Vous ne dénoncez qu'une seule chose, c'est votre éducation. Vous dites, moi, je ne suis pas capable de m'éduquer autrement. Voilà. Mais ce n'est pas l'œuvre qui est en cause, c'est vous qui êtes en cause. Enfin, vous, nous, chacun d'entre nous. Donc, soit vous fuyez, soit c'est un peu le même genre de choses. Vous fuyez dans la nostalgie, c'était mieux avant. Bon, très franchement, c'est le genre de discours dont vous ne pouvez rien faire, enfin, sauf de façon thérapeutique, dans un rapport familial un peu tendu un soir, vous pouvez toujours dire ça. Mais vous savez très, très bien qu'aucune civilisation ne peut offrir à sa jeunesse le passé comme futur. C'est complètement absurde. Bon, donc ça c'est une deuxième possibilité. La troisième, eh ben, vous vous dites, je me lance, j'essaye, je vais bien voir. De toutes les façons, il n'y a pas de risque. Juste une chose, nous sommes en train de basculer peut-être, si vous prenez ça au sérieux, du côté des essais, du côté de la nécessité de faire des essais et d'accepter de faire des essais. Bon, ou bien vous plongez, mais c'est la pointe la plus extrême, dans une espèce de sanctification. Il n'y a rien de bien que ce qui se fait aujourd'hui, etc. Enfin bon, on est dans un autre absurde. Mais voilà. Merci Christian. La parole est à vous maintenant. Est-ce que vous avez des... Bonsoir. Je vais vous demander, quelle est votre propre opinion sur la position du spectateur, votre position à vous? On en prend une. Ça, c'est le reproche souvent qu'on fait aux philosophes. Je réponds. Oui, bon. Non, prends-la. Bon,
Mon opinion sur la position du spectateur. Je ne sais pas comment vous répondre. Premièrement, moi personnellement, voilà, si c'est là que vous voulez en venir, moi personnellement, je me reconnais et je sais que je peux être spectateur, regardeur et spectateur. Que mon corps change systématiquement chaque fois que je me trouve devant une œuvre qui est d'une qualité différente. Voilà, j'ai pris 3 groupes, c'est un peu synthétique, un peu facile, mais c'est pour vous faire comprendre la chose. Lorsque je vais visiter le Louvre, je suis toujours en posture de spectateur. Lorsque je vais visiter le musée d'art contemporain, d'art moderne de la ville de Paris, je sais que je suis toujours en position de regardeur. Excusez-moi, c'est un peu caricatural, mais c'est pour faire comprendre la chose. Et quand je vais au Palais de Tokyo, par exemple, je sais que je suis dans une position de spectateur. Ça, c'est une première chose. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, ce qui est peut-être très important dans notre époque, c'est de se concevoir chacun à la fois multiples, trajectoires et possibilités d'une composition. Et j'essaye effectivement chaque fois de jouer les postures en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Quitte en même temps à les jouer les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que je ne m'interdis pas, par exemple, d'essayer de devenir acteur au Louvre. Alors c'est très dangereux parce qu'il y a des gardiens, etc. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Et je ne m'interdis pas non plus peut-être parfois voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais sauf que ça demande une très grande maîtrise de la situation, ça demande une très grande maîtrise de toute cette histoire. Et en dernier ressort, pour finir avec des questions, enfin, comment dire, ne pas m'occuper de moi, en même temps, comment dire, ce qui m'intéresse au-delà de cette affaire, c'est de savoir dans quelle mesure tout cela a des répercussions politiques et lesquelles. Alors, politique, je fais attention, je ne parle pas partidairement. Je dirais, ce n'est pas une question d'adhésion à un parti. Quand je dis politique, je sais que dans une position de spectateur, je mets en jeu la cité dans son entier, dans le passage dont je parlais tout à l'heure, du singulier à l'universel. Je sais que lorsque je suis en spectateur, par exemple, là c'est en Chine ou Dieu sait quoi, mais l'autre que je ne vous ai pas montré, je sais où je suis et je sais que j'ai intérêt à faire attention parce que j'ai un passeport et que je ne tiens pas trop à ce qu'on me l'enlève, en tout cas à ce moment-là. Voilà, et je sais que tout ça, ça joue. C'est dedans, j'en prends le risque et c'est très important. Devenir spectateur, c'est aussi un risque. Alors c'est classiquement un risque du regard. Bon, quand vous êtes auditeur, je n'ai pas fait le parallèle, c'est un risque de l'oreille. Quand vous êtes regardeur, c'est un autre risque. Quand vous êtes acteur, c'est encore un autre risque. Ce qui m'intéresse par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc spectateur, ça n'est pas évident. Spectateur, c'est un devenir, il faut l'assumer. Il faut rentrer dans les composantes du spectateur ou du regardeur ou du spectateur et en même temps assumer complètement les postures que ça nous donne. Je vous remercie. Ah, mademoiselle, là-haut. Donc en somme, vous nous invitez à être à la fois de notre temps et du 18e, du 19e, du 20e et du 21e. C'est l'intérêt de notre époque où, effectivement, la multiplicité des choses rend possible à la fois la construction plurielle ou, à l'envers, interdit de se croire unique, identique et maître définitif de la vérité. Je est un autre, écrivait Rimbaud. Bonsoir, je voulais vous poser une question justement par rapport à... Donc on a beaucoup parlé de la peinture. Par rapport à la musique, en fait, donc il y a le statut de l'auditeur, mais est-ce que justement l'auditeur n'est pas toujours un regardeur? Et puis bon, en musique contemporaine, il y a plus d'interaction avec le public, notamment il y a des pièces qui font appel à la participation du public. Est-ce que vous avez une nuance à apporter par rapport à la musique? Ah oui, je peux apporter beaucoup de nuances, mais globalement, vous avez très bien résumé l'affaire. Simplement, si vous maintenez la chose suivante, parallèlement aux spectateurs dont je parlais tout à l'heure, et je l'ai caractérisé par les arts plastiques, on est d'accord, se constitue aussi l'auditeur et l'auditeur de concert. Et il y a une histoire de la musique et de l'institutionnalisation de la musique sur laquelle je passe. Je ne vais pas me lancer maintenant dans cette affaire, c'est trop compliqué. Mais pour prendre la musique classique, lorsque Berlioz écrit un
certain nombre d'ouvrages sur la musique, il ne cesse pas de rappeler que dans une salle de concert, il faut penser aux salles de concert du 19e, dans une salle de concert, il n'y a qu'un seul point qui permet l'audition complète et, dit-il, absolue de l'œuvre, c'est le point perspectiviste. Il n'y en a qu'un seul, c'est la configuration géométrique du rapport entre, alors vous êtes dans l'autre sens de moi, mais les cordes d'un côté et les violons d'un côté, si vous voulez, etc. Enfin, tout l'orchestre classique. Il n'y a qu'un seul point vers lequel converge l'affaire, donc il n'y a que deux oreilles, en réalité, qui ont la bonne posture. Il le dit très très bien, et n'oubliez pas que Berlioz est celui qui va appeler la construction des salles de concert classiques. Bon. Imaginez très simplement ceci, qu'ici, il y a un architecte qui a travaillé, donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Vous voyez bien qu'il n'a pas construit la salle en demi-cercle, il n'a pas construit, etc. Aujourd'hui, vous auriez un orchestre non classique, ce serait Audi. Vous avez un orchestre classique, c'est beaucoup plus problématique. Parce qu'il faudrait effectivement que la salle, tout d'un coup... Bon, voilà, ça c'est le problème des architectes, c'est le problème des institutions, c'est extrêmement compliqué. Grosso modo, il faut tout valser, il faut redonner de la dynamique à l'ensemble de nos institutions qui sont manifestement, je sais pas quoi, enfermées dans des modèles. Et effectivement, point d'aboutissement de votre propos tout à l'heure, vous me disiez, mais l'auditeur aujourd'hui, il peut être aussi spectateur. Bien sûr, c'est exactement ce que je vous disais à propos des arts plastiques, mais ça vaut pour tous. On est passé de l'unisens, si vous voulez. Chaque art s'occupe d'un sens, au multimédia. Voilà. Et vous êtes effectivement dans une position qui les reprend toutes. Voilà. Et vous allez retomber sur le même débat celui qui a eu lieu dans les arts plastiques, s'est répété plus souplement dans la musique contemporaine, est-ce qu'elle doit susciter notre nostalgie d'un passé disparu, est-ce qu'il faut se lancer dedans, etc. Vous retombez sur la même chose. Voilà. Quand Boulez, à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est trop connu, mais a donné pour la première fois les répons avec la X4 de l'IRCAM, etc. Voilà, vous êtes dedans, dehors, etc. Et ben, il a pulvériser d'un seul coup tout le système de l'audition classique. Bon, c'est pas le seul, hein, j'essaye d'économiser les noms parce qu'après, c'est compliqué. D'accord, merci beaucoup. Mais pour terminer, vous avez la même chose, excusez-moi, en sculpture, etc. Voilà, il faut multiplier. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Là, vous avez parlé surtout du spectateur dans le cadre des institutions. Et je voulais savoir si la configuration changeait, si c'était par exemple des spectacles de rue ou des performances improvisées, des choses comme ça. Alors, je crois, pour être direct et abréger les démonstrations, que l'art de rue aujourd'hui pose plus de problèmes qu'il ne croit en résoudre. Je veux dire par là la chose suivante. Art de rue, c'est déjà un tout petit peu compliqué parce que le spectre est très très large. Dans le spectacle de rue, vous avez, je vais être caricatural, des spectacles de rue dont la propriété est d'être situés dans un lieu et de rassembler des personnes autour. Et vous avez un autre type de spectacle de rue qui est le spectacle de la déambulation. Je caricature, je sais, c'est juste pour essayer de vous répondre clairement. Dans ce cadre-là, je crois que le problème, c'est que beaucoup d'artistes des arts de rue croient qu'ils changent le monde. En réalité, ils sont extrêmement classiques et beaucoup plus classiques qu'ils ne le croient, notamment tous ceux qui, justement, occupent des lieux fixes. Ceux qui produisent des spectacles de déambulation complexifient le problème et nous mettent devant une situation extrêmement intéressante à réfléchir, qui est la suivante. Lorsque vous repensez à mes termes classiques, donc le spectateur classique, je répète, grosso modo, il a une place, de cette place, il fait jouer tel sens, il se construit de cette manière-là, etc. D'accord ? Et en même temps, il est porteur d'un universel au travers du jugement de goût, etc. Bon, l'art de rue, très souvent, croit poser le problème de l'universel par la déambulation. Sauf que je pense que c'est extrêmement compliqué. D'abord parce que dans la déambulation, vous avez
non seulement des personnes qui viennent effectivement pour voir l'œuvre, pour suivre l'œuvre, etc., mais vous ramassez aussi le long du parcours tous les buveurs de bière qui étaient là par hasard, etc. Enfin, c'est comme la prise de la Bastille, tout d'un coup, dans le faubourg Saint-Antoine, vous ramassez plein de monde, vous n'étiez pas forcément destinés à aller faire ci ou ça. Non, mais j'évoque cet exemple qui est très mauvais, mais juste pour vous dire que je suis bien dans la question politique, car c'est le problème de l'occupation de la rue, c'est le problème de la manière dont la République, parlons de la France, dont la République accepte que la rue soit mobilisée comme ci ou comme ça. C'est aussi le problème de la manière dont on veut donner un portrait du commun, de notre collectivité, au travers du fixe, du déambulant, etc. etc. Voilà. Et donc, j'ai entendu de très, très nombreux discours disant, enfin, d'artistes de rue disant que voilà, c'est à la fois l'avenir, la solution de tous nos problèmes, la chose géniale qui fait que grâce au spectacle de rue, effectivement, nous recomposons du commun, la collectivité, etc. Mais moi, j'ai très, très peur. J'ai très très peur de cette affaire parce que je pense que c'est simplement le modèle ancien qui est reproduit et spatialisé et que ça change strictement rien à la situation que j'ai décrite jusqu'à maintenant. Donc je suis vraiment sur une réserve, pas du tout en ce qui concerne ce qui nous montre. Je ne parle pas de la qualité, je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle très strictement parlant de la manière dont ils conçoivent le rapport à la rue, la manière dont les citoyens peuvent ou doivent être dans la rue et la manière dont ils se composent en métaphore de la société ou pas du tout. Voilà. Et là, je crois qu'il y a très, très nettement un grand point aveugle dans l'art de rue aujourd'hui. Je répète, je ne parle pas des œuvres elles-mêmes, mais disons des projets, et que ce point aveugle, à un moment ou à un autre, il va falloir le prendre à bras le corps et se poser des questions. Et je pense que le milieu des arts de la rue doit se poser des questions. Bon, c'est pour ça que je viens d'entrer dans la revue Strada, c'est pas pour rien. Non, mais en fait, excusez-moi, mais je suis pas sûre que vous ayez répondu à ma question parce que là, vous avez parlé des artistes, mais moi, c'était plutôt des spectateurs que je vous posais. Parce que vous avez dit, oui, les artistes, vous avez peur qu'ils proposent des choses. Mais justement, est-ce que le fait de finalement récolter des spectateurs qui, à la base, n'étaient pas venus pour le spectacle, mais peut-être, oui, qui étaient là en train de boire et tout ça, mais qui vont être attirés, au final, par l'œuvre de l'artiste qui propose dans la rue, est-ce que ça peut pas être là justement la force de l'art de rue, de faire venir des personnes qui n'étaient pas spectateurs à la base, d'arriver à les amener à être spectateurs justement alors qu'elles n'étaient pas. Très, très franchement, je ne fais qu'exprimer mes doutes là pour l'instant. Voilà, c'est une question qui m'intéresse. C'est une question qui me laisse extrêmement sceptique. Je ne vous propose pas des affirmations fermées définitives. Là, je n'ai pas écrit de livre là-dessus. Je reste simplement surpris, étonné et peut-être sur la réserve par rapport à l'art de rue. À l'instant même, ce que vous venez de me dire, à savoir le buveur de bière. Alors, excusez-moi, parce que c'est une figure de rhétorique. Je ne suis pas du tout en train de m'attaquer aux buveurs de bière non plus. Le buveur de bière en question, vous allez vraiment le transformer en spectateur ? Franchement, lisez tous les travaux sociologiques de Anne Gonon sur les arts de rue, mais non, pas du tout. Mais là, c'est justement vous interroger la question spectateur, mais le transformer en quoi ? Qu'est-ce que le spectateur ? Mais c'est ce que je me demande et je leur demande. Bah oui, mais justement, on ne cherche pas forcément à le transformer en spectateur, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas spectateur. Donc, je vous retourne ma question. Est-ce que c'est simplement le supermarché ? Ils sont là par hasard et puis ils suivent les allées et... Non, je ne sais pas si vous sentez le problème que j'essaie simplement de formuler. Moi, je n'ai pas de réponse à votre question et je tiens justement à ne pas vous en donner. J'ai bien quelques réserves, mais je n'ai pas envie de vous les donner. Mais je trouve que c'est plus problématique. À la limite, je vais être méchant. Je l'assume, je vais être très méchant. La caméra et tout, c'est affreux, mais je vais l'assumer. Je ne sais pas s'il y a une vraie différence entre pousser son caddie entre les rayons d'un supermarché et puis tout d'un coup se trouver devant tel artiste ou pour tel truc. Bon, on lui consacre 2 minutes et demie et de toutes les façons, on a autre chose à faire et puis on va s'en aller. Et bon, voilà. Ou alors c'est dimanche, on va rester, etc. C'est mieux que le match de foot. Dans des institutions. Excusez-moi. Dans des institutions, ça peut être aussi comme dans le supermarché. Il y a des gens qui regardent les tableaux. Peut-être. C'est ce que je vous ai montré avec Thomas Strout. Donc je ne vois pas la différence. Donc vous avez répondu à ma question. Je n'ai pas cherché à répondre, j'ai juste essayé de vous faire part de mes doutes, de mon scepticisme par rapport à... Je voulais justement savoir si à votre avis c'était la même configuration. Ah oui, dans l'art bon, alors la réponse c'est oui. Dans l'art de rue, donc...
Attendez, on va vous donner un micro parce que c'est enregistré, alors sinon on va avoir la question, la réponse mais pas la question. Très bien, voilà. Suite aux différentes images que vous avez fait défiler tout à l'heure sur l'écran, je pensais à Daumier qui avait justement, qui allait dans les publics, dans les théâtres, pour pouvoir peindre et caricaturer les différentes personnes du public qui réagissaient un peu au spectacle justement. Et je me demandais, par rapport à ce que vous disiez, si le spectateur n'était pas justement donc un récepteur et un transmetteur, un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas recevoir avant d'être spectateur, et un bon spectateur n'est-il pas celui qui a bien reçu pour pouvoir mieux transmettre ensuite à celui qui a fait le spectacle ou l'œuvre d'art? Alors là, on va se lancer dans une chose un peu compliquée. Je vais essayer de vous répondre. Premièrement, Daumier, Dufy, je suis entièrement d'accord avec vous, aucun problème. Des œuvres d'art directement liées à la question du spectateur, il y en a des milliers, donc vous en rajoutez, ça ne pose aucun problème. Après votre conclusion, récepteur, transmetteur, alors là, bon, moi je suis... Alors c'est plus du scepticisme, là très franchement, je vais vous affirmer que j'ai beaucoup de mal à entendre ce que vous essayez de dire. Je m'explique. Récepteur, déjà, je n'aime pas. Je vous explique pourquoi. La notion de réception, notamment telle qu'elle fonctionne dans les esthétiques de la réception, Hans Roberius, etc., me paraît complètement décalée par rapport au problème qui est posé. C'est-à-dire que tous ces personnages-là, a fortiori quand c'est transformé en une sociologie un peu rapide, travaillent de façon mécanique, c'est-à-dire nous font croire que le spectateur existe avant même le rapport à l'œuvre et qu'on arrive à l'œuvre de l'extérieur et que dans ce jeu, finalement, l'œuvre est à la fois la chose objectivée et qui a du sens, et de l'autre côté, il y a le spectateur qui, etc., etc. D'où les notions, je suppose que vous en avez entendu parler, d'horizon d'attente, enfin d'un certain nombre de choses, qui, moi, me paraissent tout à fait intéressante pour les années 1950-60, mais complètement périmée et dépassée aujourd'hui. Je ne sais pas trop bien ce qu'on peut faire avec une sociologie de la réception, sauf la publication tous les ans de tous ces rapports d'enquête sur les spectateurs qui nous montrent d'année en année qui sont de plus en plus mauvais. Tout ça parce qu'effectivement, ils travaillent mécaniquement et qu'à force d'être mécaniques, ils ne peuvent pas saisir qu'un spectateur qui ne comprend pas quelque chose n'est pas un spectateur idiot, imbécile, bête ou formaté, mais c'est un spectateur qui est simplement décalé dans son éducation par rapport à l'œuvre qu'on lui propose. Et donc, les théories de la réception, franchement, je ne sais pas ce que je peux en faire. Enfin bon, j'ai quelques passages qui montrent que, il me semble qu'on ne peut strictement rien en faire. Je répète, sauf le moment de la Constitution, c'est-à-dire les années 1960, au moment où, enfin, quand même, ces personnages-là, l'école de Constance et quelques autres, ont tout d'un coup tapé du poing sur la table en disant non, il faut faire autrement, il faut analyser les choses autrement. Et donc, à ce moment-là, c'était très bien. Puis après, voilà, et c'est devenu ces enquêtes sociologiques annuelles un peu insupportables, dans lesquelles on essaye de vous montrer que il y a des publics en tranches d'âge. Alors, c'est comme le saucisson. Donc, d'abord, il y avait les tranches d'âge en dizaines d'années. Maintenant, c'est en 2 ans. Il y a encore le sociologue pour l'année prochaine, c'est sur 1 an, etc. Enfin bon, des trucs bizarres qui aboutissent à des discours qui sont très inquiétants, qui sont plus ou moins les suivants. À telle œuvre doit correspondre tel public. Et là, vous êtes dans la catastrophe la plus grande. Bon, voilà, ça c'est pour la réception. Je vais vous faire la même démonstration avec la transmission. Je ne sais pas pourquoi dans notre époque, on veut beaucoup à la transmission et pourquoi elle a des angoisses de transmission. J'ai pas bien compris, mais je vais essayer d'être clair. Premièrement, la transmission aujourd'hui, depuis quelques années, semble être devenue une sorte d'impératif transcendantal dont on ne sait absolument pas quel sens il peut avoir. Il faut transmettre. Tout le monde veut transmettre. C'est affreux, tout le monde veut transmettre. Je ne comprends même pas. Tout le monde veut transmettre. Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, et si on ne transmet pas, on se sent déconsidéré, affreux, méchant, je ne sais pas quoi. Moi, je ne transmets pas, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième chose, la transmission est toujours pensée de façon mécanique. Transmettre, c'est avoir un point de départ, celui qui donne, et puis avoir un point d'arrivée, celui qui reçoit, et puis il faudrait recommencer, celui qui a reçu, il doit retransmettre, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pensée de la dynamique et de la transformation des choses dans ce schéma. C'est purement mécanique. Je reçois, je donne. Je viens de recevoir quelque chose, je vais le redonner, etc. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Il n'y a aucune situation sociale, historique pertinente qui puisse correspondre à des schémas aussi absurdes. Troisième remarque.
très méchante au demeurant, donc je vais encore assumer, j'ai un témoin caméra là qui va me suivre pendant des décennies. Le terme de transmission est presque toujours confondu avec tradition aujourd'hui. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais je fais semblant de ne pas le savoir. Et ce qui est inquiétant, c'est que transmission et tradition donc, fonctionnent sur le même registre. Il y a eu, donc ça doit être encore. Mais au nom de quoi faudrait-il que notre futur ressemble au passé? Ça, je suis incapable de comprendre ce genre de choses. Deuxième chose, je rappelle qu'une bonne lecture, parce que ça s'impose, des textes fondamentaux sur la notion de transmission et de tradition. Il y en a un, c'est très simple, ça s'appelle la Bible, parce que c'est lui qui élabore le mot, c'est lui qui le construit, en hébreu d'abord, en latin ensuite, en grec, etc. Bon. La propriété de la notion de tradition et de transmission, quand elle fonctionne dans la Bible, est la suivante. 2 épisodes, c'est très simple, vous allez comprendre, et après, je vous dirai pourquoi la transmission m'inquiète. Premier épisode, version Ancien Testament, Suzanne et les vieillards. Suzanne et les vieillards, donc Suzanne au milieu, toute nue, qui se lave, etc. D'un côté, les vieux rabbins qui sont en train de la regarder, un peu lubrique et autres, et de l'autre côté, les jeunes rabbins qui regardent, eux, les vieux rabbins en disant, voilà, vous connaissez l'histoire, le texte est très clair. En un mot, le texte se termine par transmettre et tradition, et ça veut dire il faut cesser de faire attention aux anciens rabbins, ils sont complètement pourris, il faut s'occuper maintenant des jeunes rabbins. En un mot, transmettre, traduire, c'est rompre. Reprise dans le Nouveau Testament, je parle textuellement, je parle linguistique là. Deuxième épisode, le Nouveau Testament, on pense le rapport entre les deux ou pas, ça m'est égal. Les phrases du Christ, c'est pas difficile, on vous a dit que... virgule, mais moi, je vous dis que, mais Saint Jérôme, le mais, c'est la notion de transmission et de tradition. Qu'est-ce que c'est que le mais? Le mais, c'est ne faites pas ce qui avait eu lieu avant. On vous a dit que, mais désormais, vous devez faire autrement. Ça s'appelle tradere en latin. C'est Saint Jérôme, c'est le premier à poser le terme dans le vocabulaire qui est le nôtre. En un mot, transmission, c'est surtout ne rien faire à l'identique. Voilà, en un mot, pour conclure, si transmission doit être le transfert à l'identique de ce qui a déjà eu lieu, je ne comprends pas le sens de cette affaire. Je ne comprends pas comment on peut s'intéresser à la transmission, etc. Et pour finir, plus personnellement, mais ce n'est pas franchement complètement personnel, c'est vrai, Léon l'a rappelé tout à l'heure, je suis enseignant. En l'occurrence, moi, je ne transmets pas et je me refuse à transmettre quoi que ce soit. En revanche, je forme, ce qui n'est pas du tout pareil. Oui, en fait, j'entendais par transmission l'agitation. Le spectateur est un agité au fond quand même, parce qu'il reçoit des choses d'une œuvre d'art. Elle a un effet, un impact sur lui, quoi qu'il en soit. Et quand on voit les textes du XVIIe siècle, je prends Boileau, d'Aubignac, Corneille, etc., dans les préfaces et autres textes, à chaque fois, il considère le spectateur quand même en termes de personne à ne pas attiédir, justement, à réchauffer, parce qu'il faut l'agiter intérieurement. Donc la sensibilité apparaît déjà au XVIIe siècle aussi, avec d'Aubignac. Attendez, mais ça, c'est plus la même chose. Là-dessus, je vous suis avec juste une restriction, parce que là, vous pourrez juste regarder les textes, tous les textes que vous signez parle du spectateur moral. Moi, je parle du spectateur d'art. On ne parle pas de la même chose. Van Delft a publié avant-hier, j'ai reçu avant-hier, donc il sera en librairie dans une quinzaine de jours, un livre sur le spectateur moraliste au XVIIe. Il fait exactement les remarques que vous faites en précisant 2 choses. Un, il n'y a pas de spectateur au XVIIe, ça ne commence qu'au XVIIIe. Il met la charnière très exactement en 1690, si mes souvenirs sont bons. D'autre part, on ne parle pas du même spectateur du tout. Spectateur moraliste n'est pas un spectateur d'œuvre d'art. Il peut l'être à d'autres occasions, mais c'est un autre problème. Ce qui fait que les personnages que vous avez cités, Boileau et quelques autres, ne parlent pas du tout de ce dont je parle. Vous pouvez faire une autre expérience, c'est très simple. Vous allez, alors ça, il faut aller au château de Versailles. Il y avait une très belle exposition il n'y a pas très longtemps, avant l'opéra, qui vous montrait les postures des uns et des autres sous le système royal, 17e, etc. Bon, quand vous aviez la scène, une des gravures qui est assez célèbre, fond de la gravure, la scène de théâtre, quelques acteurs, etc. C'est problématique au passage, je vous rappelle, parce que jusqu'en 1800,
1845, on se promène sur la scène en même temps que les acteurs. Il n'y a pas d'acteur en tant que tel, c'est la scène et les nobles se promènent au milieu des acteurs. Ariane Mouchkine a très bien fait ça dans son Molière. Et à un moment, il y a les comédiens, etc. Ça s'appelle Diderot, qui écrit l'entretien sur le fils naturel pour dire « il y en a marre ». Virez-moi tous ces gens qui sont sur la scène. Bon, je reviens à ma gravure. La scène, là-bas, avec un monde fou. La salle, au milieu, Louis XIV. Louis XIV regarde la scène. De l'autre côté, les nobles, ils regardent Louis XIV. Vous appelez ça un spectateur, vous ? Il n'y a pas de spectateur. Relisez Les liaisons dangereuses. Madame de Merteuil va au théâtre pour faire quoi ? Pour se montrer. Si on reprend Boileau comme ça rapidement, le début du texte, si ma mémoire est bonne, donc du chant 3, c'est en l'occurrence le fait qu'il faut être soucieux que le spectateur applaudisse. Applaudir, c'est une réaction qui n'est pas d'ordre moral de ce point de vue-là, une réaction qui est d'ordre quand même, pas de critique d'art, mais en tout cas, l'aspect critique est présent. Et si les auteurs sont interrogés autant sur la vraisemblance notamment, c'est parce qu'il fallait aussi gagner le spectateur. Diderot fait partie de cela, par exemple, en l'occurrence. Pour le fils naturel, je suis peut-être d'accord. Pour les critiques d'art de Diderot sur les salons, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne la thématique du spectateur en tant que personne qui doit adhérer à un spectacle, en tout cas, on l'a déjà présente au XVIIe siècle. Ça, c'est certain. Attendez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne pose pas de problème, ça. Il est cité, pas théorisé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai dit la chronologie commence au XVIIe. Mais il est cité. Ah mais exister, c'est un autre problème. Citer dans les textes ne signifie pas qu'il soit existé, qu'il existe. Faites attention. Vous venez de me dire la querelle du vraisemblable, c'est bien celle-là. Vous ne pouvez pas vous la refaire avec le texte lui-même. Le texte ne copie pas une réalité. Il peut l'inventer. Il peut la promouvoir. Ça vous laisse perplexe, mais... Ça mérite réflexion. Eh bien, encore une question ? Écoutez, donc on va en terminer là et remercier Christian Ruby de son enthousiasme et de son œuvre. Merci beaucoup. Bonsoir.